Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo et salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire post 1er mai. On enregistre vendredi après-midi. On voulait vous parler de plusieurs choses. On voulait vous parler de notre sondage que l'on a fait avec l'Institut Harris. On reviendra dessus, ce qu'il veut dire pour la gauche, mais ce qu'il veut dire aussi pour l'extrême droite et le Rassemblement national, le rôle que ça aura dans tout ça. Mais d'abord, on voulait vous parler du 1er mai, qui a eu lieu hier. C'était, alors, il faisait beau, ce qui est quand même non négligeable pour une réussite d'une telle fête des travailleurs et des travailleuses. Il y avait pas mal de monde dans la rue, 300 000 selon la CGT. Ça a reposé pas mal de questions, je trouve, à la fois en amont et le jour même sur le rôle des syndicats, même si d'aucuns, notamment dans les partis politiques, auraient préféré que ça soit leur fête à eux. On rappelle que ceux qui sont à l'initiative de ces rassemblements, de ces mobilisations, ce sont les syndicats. Et ça, voilà, ça a fait se poser pas mal de questions aux gens, et nous on a fait une newsletter commune avec Politis dans lequel j'ai rappelé, à l'aune des dernières élections professionnelles qui ont vu alors un petit recul de la CGT par rapport à la CFDT, mais c'était pas l'objet de mon papier, mais surtout encore une fois, un recul du taux de participation à ces élections de professionnels. Aujourd'hui, on a à peine plus d'un tiers des salariés qui ont participé à ces élections, avec des assez fortes distorsions en fonction des secteurs, et notamment les secteurs. Alors, les secteurs les plus représentés, les secteurs où il y a le plus de participation, ce sont les services publics. D'ailleurs, assez tous confondus, hein, que ça soit les profs, les soignants ou la poste, et les industries aussi, qui sont assez bien, où il y a une forte participation, plus forte participation, et puis il y en a d'autres qui sont très peu représentés. Alors ça va de les travailleurs qui n'ont pas d'espace commun, je pense par exemple aux femmes de ménage, dont on a parlé dans une newsletter précédente, mais pas uniquement. Tu as aussi les personnels administratifs, les employés, les professions intermédiaires, alors que pourtant eux ils ont des lieux en fait pour mener ces batailles syndicales, être au courant, se réunir, etc. Non, ils votent pas beaucoup. Et alors le pire, ce sont les TPE, les très petites entreprises. Je rappelle qu'il y en a quand même près de 5 millions en France, des TPE. Donc c'est moins de 11 salariés, hein, une TPE. Donc ça représente beaucoup de salariés. La plupart sont des micro-entreprises, c'est-à-dire c'est une seule personne. Mais ils peuvent voter aux élections syndicales, en fait, participer à l'élaboration d'une pensée. Et cela, alors vraiment, c'est 4%. Il y a 4% de participation dans les TPE, ce qui est très peu. TPE, secteur des TPE qui est en progression, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de TPE. En 2012, il y avait un tout petit peu plus de 2 millions de TPE. Aujourd'hui, il y en a près de 5 millions, donc ça a plus que doublé. Et en fait, moi, je faisais le lien dans mon papier entre le fait que les secteurs où il y a le plus de mobilisation syndicale, le plus d'organisation par les travailleurs et les travailleuses de ce monde du travail et de ces luttes, et ce sont des espaces sur lesquels la gauche, en général, d'ailleurs qu'elle soit syndicale ou politique, a le plus de choses à dire. En revanche, les secteurs où ils ne sont pas présents, où les syndicats ne sont pas présents, voire carrément absents, la gauche a beaucoup moins de choses à dire. La question des TPE, et c'est ce que j'explique dans la newsletter, dans une TPE, le rapport de classe, c'est-à-dire le rapport entre la direction et le salariat, est un peu plus brouillé, intriqué. Je veux dire, c'est pas comme dans une grande entreprise où tu as le chef, le patronat et le salariat, etc. Et ça, ces questions-là ne sont pas investies par la gauche. Toutes ces questions sont des questions qui sont très importantes et qui, surtout,
la nécessité, j'insistais dans mon papier sur la nécessité de réancrer la gauche en fait dans ces espaces de travail, et que tant qu'elle n'arrivera pas à se réancrer, alors elle aura des difficultés à pouvoir élaborer un projet qui soit cohérent et avec la réalité que vivent les gens, qui ne soient pas complètement déconnectés de leur lutte. Parce que d'un autre côté, le Rassemblement national, l'extrême droite, eux, ils font une proposition à ces travailleurs et ces travailleuses, une proposition qui d'ailleurs, c'est intéressant, ne parle pas tant de leurs conditions matérielles de travail, mais joue sur à la fois leurs rêves et leurs peurs. C'est-à-dire que, et ça c'est toi qui me le répètes toujours, Catherine, tu vois, un travailleur et une travailleuse, lorsqu'il est à son poste de travail, il n'est pas qu'un travailleur et une travailleuse qui remplit un tableau Excel. Par exemple, s'il doit remplir un tableau Excel. Il a aussi des rêves et des peurs. Et le Rassemblement national, il lui dit mais tu vas être remplacé par l'immigré, tu vas être attention à toi, il joue sur cette identité du travailleur en dehors de son monde strict du travail, et ça marche. Et ça marche. Quand on voit aujourd'hui la progression, ils ne sont pas encore majoritaires dans beaucoup d'espaces, mais ils ont, des énormes progressions dans ces espaces-là, elle doit nous alerter, et on doit se dire que ce sont ces espaces que l'on doit reconquérir, entre guillemets, que l'on doit réinvestir pour pouvoir reproduire, produire à nouveau un projet digne de ce nom, pour comprendre véritablement ce qui se passe dans ces espaces. Oui, ce que tu dis, je le dirais d'une autre façon, c'est tout à fait stratégique, l'implantation syndicale, parce que c'est quand même une façon pour la gauche d'être en prise avec les réalités du monde du travail, les réalités des travailleurs et les réalités des secteurs d'activité. C'est-à-dire qu'en fait, le problème que la gauche a à penser, c'est qu'il lui faut mettre à jour son discours sur le monde, et donc sur à la fois des secteurs d'activité, des préoccupations des Français, enfin des Français ou pas Français d'ailleurs, enfin des gens qui sont au travail, et que et dans des lieux qui se sont beaucoup diversifiés. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, les grands pôles d'emploi et de main-d'œuvre, notamment le secteur public, à l'hôpital, il y a du monde, et pour syndiquer et pour organiser une votation, un vote, c'est plus facile que même toutes les petites entreprises qui sont dans le périurbain, voire dans les campagnes, les grands entrepôts de stockage et de livraison, les aides-soignantes ou les assistantes de vie auprès des personnes âgées, etc. etc. Tous ces secteurs-là qui sont peu organisés syndicalement sont aussi des endroits où la gauche est en difficulté. Électoralement déjà, et qu'elle est même éventuellement en difficulté pour se représenter ces endroits et ces enjeux dans toutes leurs dimensions. Alors ce que tu as dit sur les rêves et les peurs des personnes, mais aussi, comme je suis urbaniste, moi je pense aussi au problème d'aménagement du territoire que posent ces entreprises et ces activités nouvelles. Bref, je pense que la question de où nous sommes et du fait que c'est un peu de la peau de léopard, le nous, toute la gauche, y compris donc les syndicats, et le fait que ce soit une installation en peau de léopard, contribue à notre difficulté à avoir un discours qui soit général et englobant pour tous. Je voulais rajouter un petit point, parce que c'est vrai que lorsqu'on entend des responsables politiques, pas syndicaux, mais politiques, intervenir sur la question du travail, très souvent leur premier réflexe, c'est de parler de l'ubérisation du monde du travail. C'est devenu un élément de langage qui est largement partagé par beaucoup de députés, de parlementaires, etc. Et je rappelle que en France, il y a plus de 85% des travailleurs et des travailleuses qui ont un contrat, que ça soit un CDI pour 73% d'entre eux ou pour 10% d'entre eux un CDD. Et à ça, il faut rajouter les professions libérales, les petits patrons, les commerçants, etc. Donc, en vérité, il y a une immense majorité des travailleurs qui ne sont pas dans des conditions d'ubérisation, en fait,
je ne dis pas que la question de l'ubérisation n'est pas un énorme danger pour notre société, pour la façon dont est organisé notre travail. Ce que je dis, c'est qu'il y a une hypertrophie en fait, de ce concept et, et des dégâts que ça pourrait causer qui ne correspondent pas en fait, aux réalités de la vie des travailleurs et des travailleuses. Et alors, je ne vous raconte pas, lorsque vous parlez d'ubérisation, et c'est mon cas, lorsque j'en parle avec ma famille qui n'habite pas dans la métropole, qui habite à la campagne, alors là, ils me regardent et eux, ils savent ce que c'est Uber, hein, mais c'est un concept qui est étranger. Enfin, je veux dire, à la campagne, il n'y a pas Uber, il n'y a pas Deliveroo, il n'y a pas toutes ces possibilités. Alors, il y a des petits espaces où il y a des trucs qui pourraient ressembler à de l'ubérisation, mais ça ne correspond à rien, en fait, dans la réalité de leur vie de tous les jours. Donc, je mets en garde, en fait, contre voilà, une façon qu'on a de mettre en avant une problématique, alors même que la plupart des travailleurs et des travailleuses, ils ont une autre façon d'envisager leur travail, leur carrière, de se projeter dans la vie. Voilà. Dans la même manière, on en parle souvent avec Catherine, on voit que dans la représentation des mondes du travail, on en avait parlé avec la question des femmes de ménage, parfois on a l'impression que le monde du travail, c'est en gros des profs, là récemment, et c'est heureux, des femmes de ménage, des avocats, et voilà. Et puis genre voilà, on a mis ça en scène et puis genre on a l'impression qu'on a fait le tour du sujet, genre ah bah non, je veux dire la plupart des gens n'ont pas ces métiers-là et c'est vrai que si la gauche continue en fait de s'enfermer dans ces réalités qui sont un peu fantasmées et qui ne correspondent pas vraiment à ce qui se passe, forcément elle continuera d'être inaudible. Oui, et c'est marrant parce que je n'ai pas grand-chose à en dire de plus, mais quand tu dis ces métiers-là, en fait, on a presque 40% des Français qui travaillent dans quelque chose qui est du bureau, de l'administratif, qu'on ne sait pas nommer, on ne sait pas dire ce que c'est. Exactement. Et on ne sait même pas le dire. C'est-à-dire qu'on sait dire prof, on sait dire avocat, on sait dire médecin, on sait dire éboueur, on sait dire femme de ménage, mais on ne sait pas dire ce qu'est le travail, d'une part essentiel, alors particulièrement dans les grandes métropoles, alors là on est plus que 40%, mais d'une part très importante des gens qui font des choses qu'on ne sait pas qualifier, qu'on ne sait pas traduire, qu'on ne sait pas comprendre. Et c'est pas des bullshit jobs, hein. Non, non, non. Et la dernière fois, on en parlait parce que, en fait, j'ai entendu un sociologue du travail en parler, il parlait de personnel administratif. Et donc, j'en parlais à Regard, et là, mes collègues m'ont dit ah, mais donc dans l'administration. Et je disais genre, non, pas dans l'administration, aussi dans les entreprises. Bien sûr, dans les entreprises. Les secrétaires de direction, etc. Mais bien sûr, et ça fait partie, d'ailleurs, ça nourrit toute une réflexion, une problématique sur l'importance de ces métiers et tous les problèmes de bureaucratie que l'on peut, parce qu'on a une administration dans les entreprises qui est extrêmement importante et qui est donc aussi très coûteuse. Hein. Ça, bon, on ferme la parenthèse. Non, mais c'est vrai, hein, je pense que ça fait partie des choses qui sont... Mais bon, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait pas les nommer. Ils n'ont pas de nom. Ces gens-là n'ont pas de nom, n'ont pas de représentation. On ne sait pas ce que c'est. On les voit, ils sont derrière leur ordinateur. Ils font des tableaux Excel, comme tu as dit. Mais oui. Mais c'est quoi C'est quoi leur métier Ça n'a pas de nom. L'objet d'une prochaine réflexion de l'administrateur. Exactement. Deuxième point en ce 1er mai, c'est, j'en ai un peu parlé, de la question de la place du politique, parce que c'est vrai que hier, si vous avez regardé, si vous lisiez la presse nationale ou que vous écoutiez la radio, etc., on n'a fait que parler des partis politiques. Et les syndicats, on a l'impression qu'ils ont été relégués au second plan. Alors, on a notamment parlé du fait qu'à Dunkerque, il y avait eu une photo de famille où étaient présents Olivier Faure, Marine Tondelier, François Ruffin, Fabien Roussel et Manon Aubry. À noter que dans tous ces chefs de parti, il n'y avait pas de présent Jean-Luc Mélenchon qui, lui, était à Paris, où il a donné un grand discours
ou a été absent ou quasi absent la question des syndicats. Moi, je l'avais déjà dit, je crois, dans un débrief, mais j'avoue que j'avais été assez choqué par les appels depuis au moins un mois au 1er mai de la part de la France Insoumise, qui ne faisait jamais mention que, en fait, c'est une fête qui n'est pas... ce sont des manifestations, des mobilisations qui ne sont pas organisées par la France Insoumise, mais qui sont organisées en premier lieu par les syndicats, et que quand on arrive, là nous on travaille à Montreuil avec les affiches, tu vois, c'est le 1er mai, la France Insoumise, j'avoue que ça m'énerve un peu. Voilà. Ce qui pose la question de la place en fait de ces différents, on parle très souvent. Hein, Roger Martelly en avait fait un papier la semaine dernière ou il y a 2 semaines dans une newsletter. La place en fait qui doit être allouée à chacun de ces organisations, chacune de ces organisations. Voilà, tu as quelque chose à rajouter? Non, c'est clair que on peut probablement pas s'en tenir à des espaces séparés, les syndicats d'un côté, les partis de l'autre, mais on peut pas imaginer qu'on va remplacer ni le syndicalisme révolutionnaire du début du XXe siècle qui se pensait capable de prendre en charge le politique en direct, ni le politique ne peut prendre en charge la lutte syndicale, la lutte revendicative. Et c'est vrai que je pense que Jean-Luc Mélenchon a l'intuition qu'il y a quelque chose dans la séparation entre le syndicat et le politique qui pose problème parce que finalement, il n'y a pas d'un côté ceux qui revendiquent et de l'autre ceux qui définissent les stratégies pour le pays. Donc il y a un problème de cette séparation qui s'est installée très fortement en France, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres pays européens, enfin en tout cas pas avec cette force-là. Mais la réponse, je ne crois pas que la réponse soit dans la fusion et que la France insoumise ait vocation à se substituer, comme parfois elle semble le croire, dans le rythme des luttes, les mots d'ordre des luttes, la stratégie de lutte, le discours sur la lutte d'une façon générale. Je trouve que là, il y a quelque chose, il y a à la fois, je pense, une intuition qui est juste que ça ne peut pas rester des espaces totalement séparés, mais ce n'est pas possible de penser qu'on va le remplacer par un pôle qui prend la place de l'autre. Les syndicats ne vont pas remplacer les partis, et les partis, quand bien même ce serait la France Insoumise, ne va pas remplacer les syndicats. Dernier point sur le 1er mai, c'est ce qui s'est passé à Paris, où le stand du Parti Socialiste, qui était, voilà, c'est sur le parcours, vous avez les stands des partis. D'ailleurs, c'est un petit rappel, mais ceux qui emmènent la manif, ce sont les syndicats, les partis sont censés être sur les côtés. Et bon, là, si vous avez regardé ce qui s'est passé hier, il y avait des gens. La seule différence, c'est les partis des pays. Par exemple, il y a souvent une grande démonstration à Paris du PKK, des Kurdes, exactement. Qui sont. Voilà, il y a des luttes, Irak, parce que c'est des luttes, c'est des partis, mais qui portent des luttes. Des luttes nationales, voilà, donc les Algériens sur le Irak, etc., enfin, sur la démocratie en Algérie. Alors, on a des luttes qui sont représentées éventuellement avec des présences de partis assez visibles. Mais c'est vrai que la tradition, c'est que les partis sont sur le bord et laissent passer le cortège syndical et lui apportent le soutien, y compris par la présence de leurs élus ceints de leur écharpe. Et donc, le stand du Parti Socialiste a été pris à partie par des jeunes hommes et des jeunes femmes cagoulés qui l'ont détruit, l'ont foutu par terre. Ils ont aussi attaqué physiquement certains élus du Parti Socialiste qui étaient sur ce stand. Et en marge de ça, ils s'en sont pris aussi particulièrement au député Jérôme Guedj, qui a été traité de sale sioniste, et ils l'ont fait, et de traître, et ça c'était aussi pour le Parti Socialiste, et ils l'ont expulsé et exfiltré il a dû être exfiltré de la manifestation. Catherine, tu as quelque chose à en dire? Moi, je me souviens, on en a déjà parlé de ça. Après, ça avait commencé au moment de la période des lois travail chères à Emmanuel Macron et François Hollande en 2015, 2016, 2017.
là, il y avait des manifestations dans lesquelles les socialistes n'étaient absolument pas les bienvenus, vu qu'ils étaient au pouvoir et que les manifestations se faisaient contre eux. Donc quand, en 2018, les socialistes sont retournés dans l'opposition, leur retour dans les manifestations ne s'est pas passé de façon simple. Donc il y a eu des moments où Olivier Faure avait été très chahuté et n'était resté en 2018, voilà. Et bon, nous, on a souvent dit ici que je pense que ça a dû être, ça faisait partie des éléments qui étaient significatifs, parce que politiquement, faut dire qu'il y avait un sens. Le Parti socialiste n'était plus vécu par les manifestants comme faisant partie du même espace qu'eux. Les socialistes n'étaient plus dans la gauche, n'étaient plus considérés comme faisant partie de la gauche qui était en manifestation. Donc c'était pas un petit groupe d'avant-garde éclairée qui foutait dehors les socialistes, il y avait quelque chose d'assez puissant et qui s'était ancré dans les manifestations contre les lois de travail qui avaient été promues par Manuel Valls et Emmanuel Macron sous François Hollande. Donc je pense que ça avait participé de la réflexion notamment du groupe dirigeant au PS et emmené par Olivier Faure sur le fait que le PS, il y avait un gros problème là, il n'était plus du tout vécu comme faisant partie de la gauche. Je crois qu'on n'est pas du tout dans cette situation. Il y a des désaccords, il y a des gens qui en veulent beaucoup aux socialistes, par exemple de ne pas avoir voté la censure contre le gouvernement. Bon, c'est tout à fait possible, mais on va en parler dans 5 minutes, mais enfin, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est attendu par les gens de gauche, c'est plutôt l'unité de la gauche, plutôt que d'expulser le Parti socialiste de la gauche. Enfin, je veux dire, le Parti socialiste, on peut avoir des tas de choses à lui faire comme reproche, et quand ceux qui suivent ce débrief savent qu'on n'est pas avare de reproches à leur endroit, mais on les considère comme de gauche. Alors on a souvent des commentateurs en dessous, comment pouvez-vous dire que les socialistes sont de gauche? Oui, alors nous on dit que les socialistes sont de gauche et que en gros 80% des gens de gauche considèrent que les socialistes sont de gauche et qu'il faut faire l'union avec les socialistes et même avec la France insoumise. Enfin en gros ce qu'on se représente comme la gauche, c'est les socialistes avec leurs avatars du côté de Glucksmann, les écologistes, les communistes et la France insoumise et même l'extrême gauche, enfin, le NPA, LO, tout ça. Ça, c'est la gauche en France. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réalité politique à expulser les socialistes. Et donc, ce sont vraiment des gens qui ne représentent... Enfin, c'est consternant. Hein. Alors, là, ça, c'est pour la partie attaque contre le Parti socialiste. C'est des petites avant-gardes qui ne représente pas, à mon avis, quelque chose de solide dans la gauche. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la tête de Turc qui est en train de devenir Jérôme Gage. Alors moi, ça fait 40 ans que je fais de la politique, je n'ai jamais vu ça. Qu'il y a une cristallisation sur quelqu'un de notre camp. Parce qu'il y a eu de la cristallisation contre Emmanuel Macron, il y a eu de la cristallisation contre Manuel Valls, voilà. Mais un député du Nouveau Front Populaire qui fait partie du groupe socialiste et qu'on maltraite de manifestation en manifestation, que Jean-Luc Mélenchon se permet, vous reporterez à ses notes de blog et vous verrez comment il parle de Jérôme Gage de façon personnelle, c'est-à-dire des attaques personnelles. Bon, ça, moi, je ne l'ai jamais vu. D'abord, quand même, le principe à gauche, c'est qu'on s'en tient à des désaccords sur les idées. On n'attaque pas les personnes. Là, il y a vraiment une cristallisation sur la personne de Jérôme Gage et qui tient et qui a démarré avec les attaques de Jean-Luc Mélenchon contre Jérôme Gage. Alors, Jean-Luc Mélenchon n'est pas content parce que son fils spirituel, il en a eu tant et tant, mais Jérôme Gage en fait partie, ne l'a pas suivi quand il a quitté le Parti Socialiste. D'accord, il n'est pas content que Jérôme Gage ne pense pas comme lui, il a beaucoup d'acrimonie à son égard. D'accord, il n'est même pas d'accord avec les positions que Jérôme Gage peut avoir concernant le conflit à Gaza. D'accord, ça ne fait pas, ça n'autorise pas pour Jean-Luc d'écrire ce qu'il écrit sur Jérôme Gage, les termes qu'il a employés qui sont des termes véritablement problématiques et antisémites, et du coup il
il a jeté Jérôme Guedj au chien. Et je trouve ça, enfin moi je suis super fâchée de ce qui est en train de se passer avec Jérôme Guedj. Je lui ai adressé, au nom de Regard, je lui ai fait un texto cette nuit pour lui dire notre sympathie. La question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas d'accord avec ce que pense Jérôme Guedj sur tel et tel point. Il y en a qui argumentent que Jérôme Guedj est devenu la droite du Parti Socialiste. Et alors? Non mais franchement, et alors? Est-ce que je tolérerais qu'on traite comme ça Cazeneuve, Hollande, enfin tu vois, ça n'a pas de rapport. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je pense que on le traite comme ça, pas pour des raisons politiques générales, mais à propos de Gaza, et parce qu'il est juif. Donc il y a un mix de reproches politiques et d'antisémitisme là-dedans qui est totalement inadmissible, dégueulasse, enfin c'est... Non, voilà, c'est juste non, pas possible. Et la façon dont tu le dis, c'est important de le dire comme ça, de rappeler ce mélange reproche politique et antisémitisme puant. Et je pense qu'il ne faut pas avoir de pudeur de gazelle pour le dénoncer en tant que tel. Et il y en a à gauche qui devraient voir de façon un peu plus claire le problème lorsqu'il est sous leurs yeux, que ce soit à la France Insoumise, mais pas uniquement. C'est bon pour le 1er mai? C'est bon pour le 1er mai. Passons au second sujet, donc notre sondage qu'on a sorti mercredi matin. Un sondage, je vais juste le résumer très rapidement. En gros, il était en 2 temps. La première, c'était un sondage présidentiel par rapport au présidentiel de 2027. En gros, était testé de manière anonyme, plusieurs configurations. Anonyme, pas de candidat, pas de nom de candidat. Pas de nom de candidat, effectivement. Donc, il y avait écrit, par exemple, un candidat d'extrême gauche, entre parenthèses, notamment LO, un candidat d'extrême droite, un candidat, donc, on le nom des partis, il y avait RN, par exemple. Comment? Candidat d'extrême droite, il y avait RN, oui, il y avait le nom des partis. Et donc, on avait pris l'hypothèse pour la droite et l'extrême droite qu'il y aurait un candidat issu du bloc central, un candidat issu de DLR et un candidat issu du Rassemblement national. Ça, c'est notre hypothèse de base, qui est déjà une hypothèse. Hein. Enfin, je veux dire, on en parlera. On en parlera dans 5 après. minutes. Et ensuite, on a fait bouger les hypothèses à gauche. On a pris une hypothèse où la gauche était rassemblée. Il y avait une candidature d'extrême gauche et puis une candidature de la gauche rassemblée, qui pour l'instant est vraiment un vœu pieux. Hein. Enfin, on voit pas extrême trop. Gauche, c'est-à-dire lutte ouvrière. Lutte ouvrière, pardon. Une candidature lutte ouvrière, puis une candidature NFP, en gros, Nouveau Front Populaire. Dans cette hypothèse, la gauche est au 2e tour, assez facilement, avec 26% des voix, quand le Rassemblement national fait 34%. Le candidat du bloc macroniste arrive 3e avec 18%. Ensuite, vous avez l'hypothèse où la gauche n'est pas rassemblée. Donc vous avez toujours la candidature LO, et puis vous avez la candidature de la France Insoumise seule, et du bloc, d'un bloc Parti Socialiste, Place Publique, Parti Communiste, Europe Écologie Les Verts. Picardie Debout et l'Après. L'Après, voilà, exactement. Tout le reste, sauf Génération, sauf la France Insoumise. La France Insoumise, à ce moment-là, ferait 8%, quand tout le reste de la gauche agglomérée ferait 20%. Ce qui permettrait, entre guillemets, d'accéder au second tour. Mais un peu plus ric-rac par rapport aux candidats, on va dire, issus du bloc central, qui ferait toujours 18%. Et enfin, il y a une 3e hypothèse, qui est l'hypothèse où il y aurait un bloc France Insoumise, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, Génération, Picardie Debout, l'Après, et puis tout seul, le Parti Socialiste avec Place Publique. Et alors là, le Parti Socialiste Place Publique ferait 13%, et la France Insoumise avec tous les autres ferait 16%. Donc moins que, on va dire, tout le monde autour et avec le Parti Socialiste. Voilà, ça c'était les trois hypothèses qu'on a testées. On les commentera après. Et puis on avait 2 autres questions qui portaient sur la nécessité d'une candidature commune à la présidentielle. La première, c'était de dire, est-ce que vous souhaitez une candidature sur la base du programme du Nouveau Front Populaire? Oui, sympathisants de gauche
parce qu'on avait concentré sur les sympathisants de gauche, les électeurs de gauche disent oui, et ensuite il y en a aussi 8 sur 10 qui disent qu'ils veulent un processus de désignation pour une candidature commune. Voilà les 5 questions qu'on avait posées aux Français et aux Françaises via Harris. Peut-être que tu peux en faire un premier commentaire. Ça a été super commenté, et donc ça prouve que d'une certaine manière, c'est notamment les 3 premières questions là, il y avait besoin de tester un truc qui est quand même une grosse abstraction. Non mais c'est le moins qu'on puisse dire. Ben oui, parce que par exemple, comme on n'avait pas de nom pour le candidat de Rassemblement de la gauche, on a dit c'est toute la gauche, sans mettre de nom. Après on a dit c'est toute la gauche sans la France insoumise. On n'avait pas de nom, on n'a pas mis de nom. Mais du coup on a mis la France insoumise, alors que la France insoumise quand même, disons, on a une intuition. Que c'est Jean-Luc Mélenchon. Que ça sera Jean-Luc Mélenchon. C'est le seul qui avait vraiment un nom en fait. Oui, c'est peut-être Nathalie Arthaud, pour elle. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, mais pour que les choses restent un peu comme ça, équitables ou je sais pas quoi, il n'y a pas de nom. Il y a marqué la France insoumise. Donc on est bien d'accord qu'il y a un léger biais parce qu'il n'y a pas de nom. Donc ce n'est pas un sondage, je dirais, prédictif du vote. Ça parle de ce que finalement les électeurs de gauche, enfin les électeurs en général et les électeurs de gauche, comment ils sentent la question à l'instant T. Ils le savent, eux aussi, que probablement LFI, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Donc ils le savent, mais c'est pas marqué que c'est Jean-Luc Mélenchon. Et enfin voilà, ce que je veux dire, c'est que le caractère un peu théorique du sondage, si nous on le sait, les gens qui sont sondés, ils le savent aussi. Il ne faut pas prendre les gens pour des totoches. Donc tout le monde, tous ceux qui ont répondu et qui ont accepté de faire cette photographie, c'est un sondage Harris selon la méthode des quotas, ça permet de dire ce n'est pas encore la campagne. Il n'y a pas encore de candidat, il n'y a pas encore de projet, il n'y a pas encore de programme. Donc, moyennant tout ça, qu'est-ce qu'on en pense? Alors, la première chose, moi, ce qui m'intéresse dans ce sondage, mais ça fait longtemps que je l'ai dit aussi ici, c'est... enfin, je vais dire autrement, Michel Barnier, si vous vous en souvenez, au mois d'octobre ou novembre, m'avait dit il faut un seul candidat de droite, sans ça, la gauche sera au second tour et pas nous. Et le fait que Marine Le Pen ne sera probablement pas candidate fait qu'à droite, la tentation d'avoir 2 candidatures, notamment que les LR se sentent pousser des ailes et envie d'essayer de jouer leur carte pour essayer de revenir dans le jeu, de reconstruire leur parti, fait qu'il y aura un candidat de la Macronie, on ne sait pas si c'est Attal ou Philippe du Havre, mais il y en aura un des 2 qui sera le candidat de la Macronie, un candidat LR et un candidat de l'extrême droite. Donc du coup, la prédiction de Barnier, elle reste vraie. C'est-à-dire que si la droite se divise entre les macronistes et les LR, finalement, ça donne des possibilités à la gauche d'accéder au second tour. Et en l'occurrence, il y a 2 possibilités d'accéder au second tour. Et en fait, moi, je crois qu'il y a une vraie possibilité d'accéder au second tour. Il y en a une qui est celle de tout le monde réuni. Ça, c'est vrai que celle-là, elle est la plus haute en possibilité. Mais la deuxième hypothèse, c'est-à-dire celle où il y a un rassemblement et où il y en a un qui est tout seul, en l'occurrence la France insoumise, mais où tous les autres sont rassemblés, ça fait 20%. Et ça aussi, ça passe au second tour. C'est-à-dire qu'en fait, le niveau pour accéder au second tour devient beaucoup plus bas, et donc on accède au second tour, puisque la droite n'est pas unie, le niveau, il n'y a pas, s'ils étaient tous unis, le second tour, il y aurait le RN à 34, la droite serait à 25-26, donc il faudrait que la gauche fasse plus que 25-26. Le fait que la droite sera très probablement divisée, moi je fais vraiment cette hypothèse, compte tenu notamment qu'il n'y aura pas Marine Le Pen, donc que tout le monde va espérer prendre la place, du coup ça donne de l'espace pour la gauche pour être au second tour. Donc il n'y a pas lieu de se désespérer si on n'obtient pas une candidature unique, ce qui me semble être politiquement le plus probable. Il n'y aura pas, je ne le crois pas, moi je ne le crois pas, je crois que la France insoumise se met en situation de faire une candidature
Si vous voulez les soutenir, vous pouvez les soutenir, mais eux, ils seront candidats. Donc, il y aura une autre candidature, parce que tout le reste de la gauche ne va pas se rallier à la candidature de la France Insoumise. Donc, il y aura 2 candidatures. Et ce n'est pas la fin des haricots. Donc ça, moi, ça me plaît, cette idée, que ce n'est pas une candidature unique ou la catastrophe mondiale et on est mort et il n'y a plus de... non, il y a une solution. Là, c'est la première chose. Vas-y, j'ai autre chose à dire après, mais sans ça, je vais être trop longue. Oui, sur la question de l'extrême droite et de la droite, moi, j'avoue que je suis un tout petit peu moins optimiste que toi quant à leur division, parce que en vérité, là, dans notre sondage, les LR sont testés à chaque fois à 10%. C'est conforme aux autres sondages en ce moment. Hein. Complètement. Les autres notre sondage n'est pas déconnant par rapport à ce qui sort par ailleurs. Hein. Et d'ailleurs, il est tellement pas déconnant que en fait, peu ou prou, c'était le sondage de juin dernier aux élections européennes. C'est à peu près les mêmes étiages pour le PS. C'est pas un sondage. Pardon, oui, c'est pas des élections. Des élections, ouais. C'est pour le PS, pour la France Insoumise, un peu moins, hein, tu vois, genre ils étaient à 9,5 la France Insoumise, là ils sont à 8, le PS était à 15, là ils sont à 13, tu vois, pareil pour les LR, et là ils sont testés à 10. Le truc c'est qu'aujourd'hui, moi je pense qu'ils bénéficient de ces 10% parce qu'ils sont en campagne pour leur congrès, qu'ils ont une personnalité qui fait vraiment énormément parler d'elle, qui s'appelle Bruno Retailleau. Mais jusqu'à preuve du contraire, le monsieur Retailleau, là, il a pas de projet pour la France, tu vois. Il a un projet pour les prisons, il a un projet pour défoncer l'Algérie matin, midi et soir, mais c'est à peu près tout ce qu'il a dans sa besace pour l'instant. Alors peut-être qu'il va réussir à construire quelque chose, mais il n'y a rien aujourd'hui qui nous fait comprendre, qui nous permet d'avoir l'intuition qu'il va réussir à construire quelque chose. Mais ça vaut aussi pour la gauche, c'est-à-dire que on est à un moment, là en fait on a testé l'appétence de la gauche pour être rassemblée et où pour de savoir dans quelle dynamique exactement il se situait. Mais comme tu l'as très bien dit dans une newsletter cette semaine, tu as parlé de primaire sauvage. Tu as dit le premier tour c'est une primaire sauvage pour la gauche, mais en vérité je pense que ça peut être aussi pour la droite. C'est-à-dire que les gens, en fonction des dynamiques à l'œuvre au moment du vote, ils vont arbitrer s'ils vont voter pour Jean-Luc Mélenchon plutôt que pour Anne Hidalgo ou Yannick Jadot, ça c'était en 2022. Ils vont arbitrer s'ils préfèrent voter pour Fanfan la Tulipe du Havre ou pour Bruno Retailleau ou un candidat LR, tu vois, s'ils n'ont pas envie de voter extrême droite. Parce qu'à un moment, il y a des choses en fait qui s'imposent au vote qui sont plus importantes finalement que la question des programmes, des projets et ah bah oui mais moi vous savez avec Jean-Luc Mélenchon je suis pas d'accord avec la page 694 de leur programme qui est si extraordinaire, tu vois, enfin et en plus qui me touche parce que tu sais il y a des gens, moi c'est assez drôle juste sur la question du programme, qui me disent bah oui, moi je travaille dans tel secteur et puis j'aime pas ce qu'ils disent sur mon secteur en fait que je connais bien. Pour autant ça n'empêche pas les gens d'aller voter Jean-Luc Mélenchon, tu vois, genre ils votent Jean-Luc Mélenchon parce qu'en fait à la fin il montait dans les sondages et on s'est dit que c'était la seule manière qu'il passe au second tour, que la gauche soit présente au second tour, et donc on va voter Jean-Luc Mélenchon. Et que ces pouvoirs en fait de dynamique au moment des campagnes est très important. Et il est d'autant plus important qu'en face, il y a l'extrême droite, et qu'il y a le danger de l'extrême droite, et que le danger de l'extrême droite qui arrive que la potentialité que Marine Le Pen puisse gagner, enfin pardon, bah non, du coup plus Marine Le Pen, mais que l'extrême droite puisse l'emporter au second tour de l'élection présidentielle est de plus en plus forte. Et donc, de plus en plus au premier tour, les Français vont aller chercher la personne qui est le plus susceptible de battre Marine Le Pen au second tour. Et donc, et c'est là qu'il y a un risque, y compris pour la gauche. C'est-à-dire que nos querelles, les rapports de force, tu vois, où on se dit toi t'es la gauche radicale, toi t'es la gauche social-libérale, toi t'es la gauche social-démocrate, toi t'es les écologistes, etc. Je comprends en fait qu'il y ait des rapports de force en fait entre ces différents pôles à l'intérieur de la gauche.
Mais en fait, au bout d'un moment, les gens ils vont dire oh, moi j'en ai rien à fiche, je veux juste pas qu'il y ait une fasciste qui soit, ou un fasciste qui soit président de la République en France. Et donc, si tout d'un coup, l'idée que le seul qui pourra battre Marine Le Pen, c'est Édouard Philippe, il y a un risque pour que il y a une partie des voix, y compris de ceux qui auraient pu voter à gauche. Je te dis pas nous, je te dis pas les irréductibles qui militons à gauche, etc. Mais dans les sympathisants de gauche, il y en a une partie qui va aller voter Édouard Philippe parce que ils vont se dire, en fait, je préfère Édouard Philippe que voter Jean-Luc Mélenchon, où je suis sûr qu'au second tour, Marine Le Pen va le battre. Parce qu'il y en a une partie qui ne voudra pas voter Jean-Luc Mélenchon. Et donc, ces configurations dynamiques sont, à mon avis, très importantes. Oui, les projections de second tour compteront sur la dynamique de premier tour. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors moi, je voudrais ajouter 2 petites choses. C'est que donc, on n'a pas mis de nom, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de nom, à l'instant T, il n'y a pas de nom possible pour ce rassemblement qui va, comme le dit Olivier Faure, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann. C'est-à-dire, au fond, quelle est la base d'accord de tout ce monde-là, de toutes ces sensibilités-là, en dehors du fait qu'elles sont de gauche et qu'elles ne veulent pas être avec Jean-Luc Mélenchon. C'est pas encore fait, quoi. Hein. C'est un peu léger, si tu veux, comme base d'accord, parce que Lucie Cassé, cette semaine, a fait un appel dans Libération à ce que tout ce joli monde se réunisse à partir du 2 juillet pour travailler. Je crois qu'elle a vraiment raison. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une élaboration d'un projet, d'un programme, qui ensuite éventuellement peut donner lieu à une candidature commune, ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'on avait bien vu en 2017 entre Manuel Valls et Benoît Hamon, qui étaient les 2 finalistes de la primaire socialiste, ils avaient tellement peu à voir ensemble que d'ailleurs la primaire s'est terminée par ok, c'est Benoît Hamon, Manuel Valls est allé soutenir Macron. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne peut y avoir de cette alliance. Aujourd'hui, elle n'existe pas. S'il n'y a pas un vrai travail solide pour pouvoir faire émerger une proposition, ça n'aura pas lieu. Mais deuxième point, c'est que cette proposition, elle ne peut pas être paresseuse. Parce que s'il s'agit de prendre le catalogue de la France insoumise, puis de le remanier d'une autre manière, d'adoucir les angles et de le rendre plus polissé, et plus poli et plus sympathique, ça ne marchera pas non plus. Parce que les gens, ils veulent... ils choisiront, comme dirait l'autre, ils choisiront l'original à la copie. C'est-à-dire que si la proposition, c'est la France insoumise en édulcoré, ça sera niette. Si c'est Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire l'anti-France insoumise, sur des bases qui sont assez loin du point d'équilibre de la gauche, qui est quand même actuellement plutôt du côté d'une gauche de transformation assez profonde des principes de la société et de son mode de fonctionnement. Comme dirait Alain Duhamel, une gauche de rupture. Ça ne marchera pas non plus. Donc il faut réussir à trouver quelle est la proposition politique. Est-ce qu'il y a une proposition politique autre que celle de Jean-Luc Mélenchon, qui soit une proposition alternative de rupture, de changement, etc. Est-ce qu'il y a une personnalité capable de la porter? Une fois qu'on aura dit qu'on en sera là, on verra quel est le mode pour choisir cette personnalité. Mais si on n'a pas fait ce travail d'élaboration d'un projet et d'un programme qui ne soit pas simplement la ressucée du coup, je le dis comme je le pense, du programme du NFP, parce que le programme du NFP, c'est à peu ou prou, c'est le programme de la France insoumise, moins les aspérités. Bon, si c'est ça, franchement, les gens voteront Jean-Luc Mélenchon. Ça ne fait aucun doute. Alors, le problème qui se posera, c'est que pour l'instant, et à mon avis, Jean-Luc Mélenchon commence à y travailler, c'est que Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui suscite un niveau de rejet très important. Donc pour l'instant, les sondages ne disent pas que Jean-Luc Mélenchon peut battre Marine Le Pen au second tour. Alors pourquoi je dis qu'il est en train d'y réfléchir, c'est que peut-être certains d'entre vous ont vu le passage de Jean-Luc Mélenchon sur BFM face à Alain Duhamel. Tu as été très frappé et on en a eu pas mal d'échos de cette émission. Jean-Luc Mélenchon était...
un intellectuel raisonnable discutant avec le politologue estimé de la France. Enfin, et Alain Duhamel lui a servi, il a fait des petits bisous, plein de bisous en lui disant vous êtes le plus cultivé, vous êtes le seul à avoir un programme, évidemment je ne suis pas d'accord avec votre programme, mais au moins vous avez un programme, etc. C'est-à-dire qu'il est venu chercher l'imprimature de la personnalité morale de la politique. Et donc là, Jean-Luc Mélenchon était dans la position de l'intellectuel prenant les choses avec hauteur, redéfinissant quel est le cadre dans lequel on se trouve, la crise du capitalisme en lien avec la finitude de la planète, etc. Donc il prenait de la hauteur et tu avais Alain Duhamel qui était comme ça. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, il en a sous le pied pour faire ça. Donc ce que je veux dire, c'est que si on n'a pas quelqu'un qui est capable d'être à cette hauteur, ça sera lui, et peut-être que ça sera lui, s'il a réussi à revenir sur toute son image et tous les reproches qui lui sont faits et qui ne sont pas minces, et qui sont, moi je l'ai dit la semaine dernière, je pense qu'ils sont des problématiques vraiment difficiles, sur lesquelles il faut qu'il y ait du bouger ou du changement assez solide sur les questions démocratiques et sur les questions d'appréciation d'antisémitisme par exemple. Ça lui sera difficile de passer le second tour. Bref, je pense que la dynamique pour qu'il y ait une candidature de gauche alternative à Jean-Luc Mélenchon, elle n'est pas réunie pour l'instant. Si elle n'en a pas les conditions politiques, elle ne réussira pas. Mais Jean-Luc Mélenchon, tout compétent qu'il est, s'il n'a pas réussi à donner la preuve qu'il est capable de battre Marine Le Pen ou Jordan Bardella ou qui d'autre, il aura beau être ultra brillant, c'est pas lui qui remportera l'électorat de gauche. Ouais, moi j'aimerais juste dire un petit truc avec lequel je suis pas tout à fait d'accord, c'est que la question du programme, qui en plus était une des questions qu'on a posées, je pense qu'elle est mal abordée par beaucoup de gens, parce que pour beaucoup de responsables politiques, c'est le dénominateur commun en fait de toute la gauche, ce programme, et donc surtout il ne faut pas le toucher. Le programme du NFP. Programme du NFP, ouais. Et donc, quand tu écoutes à la fois les Insoumis, Olivier Faure, Marine Tondelier, c'est génial, on a le programme, Lucie Castel, on a le programme, d'accord. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est un hiatus, enfin, il y a un problème, il y a un paradoxe quand tu dis va falloir bosser en fait un projet alternatif. Parce que précisément, ils n'ont pas envie de bosser un projet alternatif, hein. Ils n'en voient pas la nécessité, puisqu'ils ont l'impression précisément que ce qu'ils ont fait en juin dernier ou en juillet dernier, c'était super. Et j'ai même allé plus loin. Oui, mais moi je suis d'accord qu'ils compensent ça, mais enfin, quand même, n'empêche qu'on sait que le programme du NFP, c'est pas très loin du programme de la France Insoumise. Mais en fait, je vais aller plus loin. Quand on écoute beaucoup de responsables politiques, de gauche, on a l'impression que c'est simple. En gros, ils te disent plus d'argent pour les services publics, on prend, et où est-ce que vous trouvez l'argent? Dans la poche des riches. Voilà. Genre, honnêtement, j'ai résumé de façon un peu brutale ce que racontent les parlementaires, les responsables de la gauche. Or, je pense que disant cela, on rate quelque chose. On rate quelque chose, mais vraiment de fondamental dans ce qui constitue les désirs et les peurs des gens. On rate quoi? On rate la réalité en fait. C'est-à-dire que quand on te dit ça, si on te dit on va taxer les riches je dis pas que je suis contre, hein, on va taxer les riches pour donner de l'argent aux services publics, en fait, je pense que ça ne suscite pas, ça ne peut constituer un projet politique qui permet de gagner l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon l'a compris, puisque lui, il ne parle pas que de ça, tu vois. Il parle aussi de la France, il parle aussi de la société, il parle aussi de genre, il essaie de parler de la question du travail, etc., tu vois. Mais du coup, ça veut dire que si tu veux faire une autre proposition que celle de Jean-Luc Mélenchon, si tu considères qu'elle n'est pas valable, tu vois, il faut s'attaquer à ces questions-là et ne pas rester sur la surface des choses, c'est-à-dire on va taxer un peu plus et puis genre vous allez voir, on va trouver des majorités parce que on va se battre pour trouver des majorités sur la question des taxations. Mais c'est pas suffisant. Genre honnêtement, les gens ils s'en foutent.
en vrai. Genre, ils aimeraient bien, hein. Enfin, genre, je dis pas que il n'y a pas, tu sais, c'est 80% des Français qui sont d'accord avec la plupart des mesures du Front Populaire, du nouveau Front Populaire, du programme du nouveau Front Populaire. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que 80% des Français votent le nouveau Front Populaire. Ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui est ailleurs, tu vois, qui est ailleurs, qui est dans la nature du projet, et même pas que la nature des incarnations. Parce que c'est ça aussi que... Parfois, on peut comprendre ça dans ce que tu dis. Ah bon? Tu vois, non mais on se dit, bon bah, ok, le programme, bon bah, on l'a, tu vois. Donc il suffit de, comme Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le déteste, il suffit de trouver quelqu'un d'autre pour porter son programme, et puis c'est bon, on aura fait la rue Michel, et puis on pourra être au deuxième tour de l'élection présidentielle, tu vois. Mais ça marche pas comme ça. Tu vois, c'est pas, tu vas pas changer pif par pouf parce que genre les pouf a un plus beau sourire et il est plus empathique et il est sympa quand il parle et genre et ça va suffire. Mais la question du coup le projet alternatif est complexe. Puisque, genre, précisément, si la gauche avait réussi à se mettre d'accord sur le programme du nouveau Front Populaire, si c'était ça, c'est ça qu'a fait le lion qu'on avait perdu depuis si longtemps, là, tu es en train de dire, il faut changer ça, il faut réattaquer la question de ce projet, et donc... je vois la peur en fait de certains acteurs de cette gauche, de ce nouveau Front Populaire, de se dire oh, on va tout perdre, genre on va se séparer. Oui, tu vois, genre, quand François Ruffin il fait des propositions nouvelles là, il y a des gens qui sont là genre mais genre ça on l'a pas discuté, mais genre mais du coup moi je suis écolo ou moi je suis socialiste ou moi je suis communiste ou moi je suis insoumis et genre je suis pas pourquoi il fait cette proposition, tu vois, genre c'est plus dans le cadre du NFP. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'en effet c'est une des difficultés, c'est que au fond le programme du NFP, on se dit c'est un point d'équilibre qui a permis Raphaël Glucksmann, il a fallu le rattraper par la manche au dernier moment, hein, parce qu'il était quand même pas hyper chaud avec ça. François Hollande, c'est comme ça. Mais on se dit, voilà, c'est un point d'équilibre qui est suffisamment transformateur et qui donc représente à peu près l'attente de la gauche. Mais là où je pense qu'il faut quand même réfléchir un coup de plus loin, c'est que notre sondage il dit aussi autre chose, c'est que le total des gauches, c'est moins de 30%. Donc même Jean-Luc Mélenchon, au sommet de sa force, ben, il fait 22%, et quand même il en ferait 24%. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que tu disais, c'est qu'en fait, le logiciel, la façon que la gauche a d'envisager, de raconter le monde, de raconter la France, de raconter nos vies, chacun dans nos projections, et de dire qu'est-ce qu'on va faire ensemble, et de dire comment on va le faire, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des tas d'éléments, mais en tout cas, l'histoire, le programme et le projet n'est pas raconté pour pouvoir embarquer le pays, parce qu'en fait c'est quand même aussi un autre problème, c'est que nous avons un pays qui est hyper fracturé, nous avons des catégories populaires qui sont complètement cul par-dessus tête et qui sont tentées par le Rassemblement national, donc il y a bien un travail à produire qui nous permette pas simplement d'édulcorer, enfin sûrement pas d'édulcorer le programme de la France insoumise, mais c'est de se dire qu'il y a quelque chose dans le moment dans lequel nous sommes qui, comme tu dis, n'est pas là. Et ça passe à côté. Et on a souvent dit, il y a deux choses qui sont à la base du programme du nouveau Front Populaire, de la France insoumise. C'est d'une part le socle de 2005 des collectifs antilibéraux qui a été augmenté au fil du temps. Donc ça date de 2005 et c'est une base qui a été rassembleuse antilibérale, mais c'est ça la matrice constituante de ce projet. Et le deuxième élément, Mélenchon le raconte dans une de ses vidéos, il dit on ne peut pas faire un meilleur programme que le nôtre. Vous savez pourquoi? Parce que notre programme, on a demandé à tout le monde qu'est-ce que vous voulez et on l'a mis dedans. Donc on a demandé au syndicat de la magistrature qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour la justice et on l'a mis dedans. Et ça renvoie à ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, ils ont fait le mieux possible avec les forces de la gauche telle qu'elle est aujourd'hui. Or, les forces de la gauche, il y a trop de secteurs dans lesquels nous ne sommes pas, nous sommes très faibles, et même dans les secteurs dans lesquels nous sommes, on y est avec de grosses fragilités. Donc la faiblesse de la gauche, qui n'est pas qu'une faiblesse française, qui est une faiblesse mondiale, elle repose sur la nécessité absolue de repenser
c'est pas que le 19e siècle est foutu, c'est pas que le 20e siècle n'a servi à rien, c'est pas que Marx doit être mis à la poubelle, certainement pas. Et quand Mélenchon explique tout à fait de façon intéressante ce qu'il a fait chez Duhamel, la crise du capitalisme dans son impossibilité de croître et de croître à l'infini, c'est tout à fait juste, mais il faut prendre ce qu'on a à prendre de l'histoire, mais il faut envisager le monde dans sa nouvelle réalité. Et dans sa nouvelle réalité, il n'y a que 60% des jeunes générations ont une licence, sont des gens formés, hyper informés et cultivés par les réseaux sociaux et par leur accès aux plateformes, etc., qui voyagent, ça c'est pour les gens, et puis c'est les nouveaux secteurs, les enjeux de l'IA, la transformation profonde de la médecine, enfin, toutes ces choses-là doivent absolument, hier soir, j'ai bu un verre avec Arnaud Vivian, notre chroniqueur littéraire préféré, et on parlait tous les deux de quelque chose de fondamental. On écoute plus maintenant qu'on lit. Avant, l'information nous venait par la lecture. Maintenant, le développement des podcasts, et moi je lui dis raconter que moi j'écoute beaucoup Le Monde, je fais autre chose, je fais mon vélo, je fais les courses, je fais je sais pas quoi, et j'écoute Le Monde. C'est-à-dire que Le Monde, Parce qu'il y a une fonction sur les articles du Monde où on peut faire lire l'article. Et j'écoute, j'ai mes oreilles là, mes oreillettes, et donc en fait, ça c'est une modification extrêmement importante. C'est le fait que la lecture soit en train de reculer. Et qu'est-ce que c'est qu'un monde où on ne lit plus? Mais voilà, il faut réfléchir au nouveau monde. Alors il y en a qui font des bouts d'essai, encore une fois, franchement je ne dénigre pas du tout le travail qui est fait. Alors là, cette semaine, il y a Lucie Castet qui sort hier son livre « Où sont passés nos milliards », il y a Clémentine Autain qui a fait son travail sur l'esprit public, il y a Olivier Faure qui s'attaque à la question de l'extrême droite, Ruffin essaye de formuler aussi ses propositions, enfin, il y a du travail. Roussel a sorti un bouquin la semaine dernière. Roussel, c'est vrai, la semaine dernière. Donc en fait, il y a pléthore de livres qui sont le témoignage d'un travail, mais pour l'instant, c'est des bouts de choses, mais il n'y a pas le... on attend celui de Mélenchon qui ne va pas tarder. Sûrement. Sur ce, on a fini? Tu veux parler encore un truc? Non, je voulais juste te dire un truc, c'était que, juste pour dire que l'affaire Le Pen, on en a parlé tout à l'heure, pour dire que c'était tout à fait, ça va être décisif, hein, comment ça va se résoudre cette affaire, mais qu'aujourd'hui... Le remplacement de Marine Le Pen. Voilà, comment va atterrir le Rassemblement national, ça va être un élément décisif du paysage politique à venir. Juste, je voulais dire que ce qu'on avait déjà un peu évoqué ici, mais qui a l'air d'être quand même assez en train de s'installer, c'est que Jordan Bardella, ça ne convainc pas. Ça ne convainc pas beaucoup de monde au Rassemblement national et parmi les militants. C'est-à-dire que l'idée qu'un jeune homme de 30 ans, dans un contexte de tension internationale qui, comme on le connaît, est de difficulté pour notre pays, l'idée que ce soit lui qui soit, c'est vécu à l'intérieur du RN. Alors pour l'instant, Marine Le Pen dit c'est moi la chef et c'est moi qui vais être candidate, mais ça donne le temps d'attendre, de voir s'il y a une autre solution que Jordan Bardella, qui pourrait par exemple être Louis Alliot, l'ancien maire le maire de Perpignan. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose, enfin c'est pas stabilisé du côté du Rassemblement national. Et l'idée selon laquelle Messi forcément c'est Jordan Bardella parce qu'il est hyper populaire, notamment auprès des jeunes, ça c'est genre juste du grand n'importe quoi. Rappelez-vous qui sont les personnalités préférées des Français à gauche et les scores corrélés qu'ils font aux élections présidentielles. Parfois ils ont beau être le préféré des Français, personnalité préférée des Français politiques, et bon, et à la fin ils font 1% aux élections présidentielles, tu vois. Non, donc je veux dire, c'est pas, ça n'a rien de, il n'y a pas de relation en fait entre les scores qu'ils peuvent faire et leur code de popularité. Ça donne une indication de quelque chose, une attente hein, quand même. Moi je me rappelle des scores de popularité de Besancenot par exemple, ça disait aussi l'envie d'une autre façon de parler de politique, mais à la fin il était moins de 5%. Roussel aussi, ses scores de popularité disent quelque chose d'une attente, probablement d'une autre forme de gauche, peut-être un peu moins politique instituée. Moi c'est comme ça que je le comprends. Voilà, ça dit quelque chose, mais ça ne dit pas une crédibilité politique qui motive le vote.
on suivra ce qui se passe du côté de l'extrême droite avec attention. Sur ce, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.